Un soir fatidique de 1984, toute une expédition sur l'Everest a disparu sans laisser de traces. La radio du camp de base qui avait passé toute la journée a capté de brefs messages. Qui était où? À quelle altitude? Comment le temps évoluait? S'est soudainement tu. Un silence de mort s'est installé, et dans l'attente de communication, les gens ont commencé à murmurer. On dirait qu'ils sont morts. Les sauver, c'est perdre encore plus de gens. Les corps des courageux n'ont jamais été retrouvés, comme si la montagne les avait engloutis pour toujours. Que s'est-il passé sur l'arête ouest de l'Everest? Pourquoi tout a-t-il mal tourné? Risto Prodanov, ou Iso, comme l'appelaient affectueusement ses amis, était un homme qui avait deux passions, l'esprit précis d'un ingénieur métallurgiste et l'âme ardente d'un alpiniste. Il est né en 1943 dans la pittoresque ville bulgare de Karlovo, au pied des montagnes escarpées des Balkans. Dès son plus jeune âge, les sommets l'ont attiré comme un aimant, déterminant son destin et allumant dans son cœur le désir de conquérir les hauteurs. Son ascension dans le monde de l'alpinisme a été fulgurante. Il a conquis les grandes parois nord des Alpes, notamment le Cervin et le Grand Joras, et a gravi à plusieurs reprises les sommets de plus de 7000 mètres du Pamir et de l'Hindu Kush. Son incroyable endurance physique lui a valu le surnom de « muscle de fer ». Mais sa plus grande réussite avant l'Everest fut l'ascension qui a déterminé sa réputation et, en fin de compte, son destin. En 1981, il était devenu le premier Bulgare à gravir le Lhotse, 4e plus haut sommet du monde. Il a bien accompli cet exploit en solitaire et sans oxygène supplémentaire. Cette prouesse a prouvé qu'il était capable des plus grandes réalisations dans le style le plus pur et le plus difficile. C'est avec cette philosophie, celle de la force individuelle et de l'ambition exceptionnelle, qu'il s'est attaqué à son objectif principal, l'Everest. Pour son ascension, l'expédition bulgare de 1984 n'a pas choisi l'itinéraire standard, mais l'arête ouest, une voie réputée pour sa difficulté. Il est plus long, plus difficile techniquement et plus exposé au vent violent que la voie classique. On l'appelle la voie cruelle, et ce n'est pas pour rien. Sur plus de 60 tentatives, seules 15 ont été couronnées de succès, mais 20 alpinistes ont perdu la vie. La première ascension de cette voie a été réalisée en 1963 par les Américains Tom Hornbein et Willie Hansold, mais leur succès était le fruit d'un travail d'équipe bien coordonné, et leur survie dépendait de leur rencontre avec leurs compagnons lors de la descente par l'autre versant, plus sûr. Prodanov, quant à lui, aspirait à autre chose. Il voulait entrer dans le panthéon des grands solitaires, tels que Reinhold Messner, qui, en 1980, avait conquis l'Everest en solitaire depuis le nord. Ce choc de philosophie, le travail d'équipe contre les ambitions individuelles, est devenu le conflit central de l'expédition. Pour comprendre les événements de 1984, il faut se rappeler l'époque à laquelle ils se sont déroulés. La guerre froide faisait rage, y compris sur les plus hauts sommets du monde. L'ascension réussie de l'équipe bulgare sur l'Everest devait être une immense victoire propagandiste pour la Bulgarie socialiste. Il ne s'agissait pas d'une aventure privée, mais d'un projet national soutenu au plus haut niveau. La pression était énorme. Avram Avramov, un homme avec lequel Prodanov entretenait des relations anciennes et complexes, a été nommé chef de l'expédition. Il y a de nombreuses années, Avramov avait refusé de prendre Prodanov dans une autre expédition en raison de son caractère obstiné. Mais maintenant, après son triomphe au Lhotse, c'est Prodanov qui a insisté pour qu'Avramov dirige l'expédition sur l'Everest, le considérant comme le seul capable de l'organiser. Avramov a accepté, mais à une condition. Il serait seul à sélectionner l'équipe. Cela a conduit à un désaccord majeur qui a prédéterminé la tragédie.
Le plan officiel de l'expédition prévoyait une traversée, ascension par l'arête ouest et descente par la voie classique, plus sûre. C'était une stratégie de survie éprouvée, mais Prodanov était catégoriquement contre. Il était déterminé à monter et à descendre par la voie cruelle. Plus tard, Avramov dira clairement que c'était une violation des ordres. Il voulait atteindre ce que personne n'avait jamais atteint, se souvient le chef de l'expédition. À plus de 8000 mètres d'altitude, chaque alpiniste prend ses propres décisions et le chef est impuissant face à la volonté inébranlable d'un homme dans la zone de la mort. L'expédition a commencé en 1984. Le 20 avril était une journée claire mais froide. À 5h45, 2 personnes sont parties à l'assaut depuis la zone du futur camp 5, Hristo Prodanov et le Sherpa Shuvang Rinzai. Ils marchent sans oxygène. En dessous du sommet, le Sherpa fait demi-tour. C'est devenu trop difficile. Hristo continue seul. À 11h10, il reprend contact. Il est à environ 8500 mètres et continue l'ascension. Le soir du 20 avril, vers 18h10, il annonce qu'il est au sommet. C'est le premier Bulgare à atteindre le sommet de l'Everest, seul, sans oxygène. Il a trouvé des bouteilles d'oxygène vides sur la pyramide, à côté d'un drapeau. Il a arraché un petit morceau du drapeau. Il a laissé son petit appareil photo au sommet. Beaucoup ont fait de même. C'est un signe pour ceux qui suivent, et la preuve que vous êtes vraiment arrivé au sommet. Ensuite, la descente. Hristo n'a pas pris le chemin plus familier. Il a fait demi-tour et est descendu par la même crête ouest. À 21h10, il a brièvement déclaré par radio qu'il faisait trop sombre et qu'il passerait la nuit sur la crête, sans tente, sans oxygène, à environ 8500 mètres d'altitude. En bas, on comprenait que c'était extrêmement dangereux, mais dans l'obscurité, emprunter un autre itinéraire était également risqué. Attendre le lever du jour semblait être la seule option. Le matin du 21 avril, on entendait encore sa voix. Elle était faible, certains mots étaient inaudibles. Il y a un détail important. Hristo avait peut-être des problèmes avec ses gants. À une telle altitude, les doigts s'engourdissent rapidement. Il était difficile d'appuyer sur le bouton de la radio et de faire quoi que ce soit avec les mains. À 17h30, la communication était encore possible, mais mauvaise. À 19h45, le dernier clic a été enregistré, puis le silence. Le même jour, Lyudmil Yankov est remonté. Il est monté très haut, à environ 8500 mètres, mais n'a trouvé aucune trace de Hristo. Il a passé la nuit à environ 8400 mètres, sans abri convenable. Pendant la nuit, le temps s'est dégradé. Une tempête s'est levée plus haut. Il est devenu évident que le risque ne concernait plus une seule personne. Quiconque continuerait pourrait ne pas revenir. C'est à ce moment précis qu'en bas, on a prononcé la phrase avec laquelle nous avons commencé. Toute l'équipe pouvait périr là-haut si l'on continuait à tout prix les opérations de sauvetage. Revenons sur le déroulement de la journée du 20 avril, étape par étape. C'est important pour comprendre pourquoi tout s'est passé ainsi. 5h45, départ pour l'assaut. Le temps est clair mais froid. Ils partent sans oxygène. Sur une partie difficile, le Sherpa fait demi-tour. Hristo reste seul. 11h10. Communication depuis une altitude d'environ 8500 mètres. Il maintient le rythme et continue l'ascension. En fin de journée, il atteint le sommet. Message vers 18h10. Hristo passe environ une demi-heure au sommet. Il trouve des bouteilles d'oxygène vides et un drapeau. Il emporte avec lui un morceau arraché. La caméra reste sur la pyramide. Ces détails seront confirmés par la suite. La caméra et le morceau de drapeau seront effectivement récupérés par d'autres deux membres de l'expédition en mai. Ce sont des preuves importantes. Elles le montreront que Hristo était au sommet et à quelle heure. Descente par l'arête ouest. Pas par l'itinéraire normal, où il y a plus de traces et de balustrades. À 21h10, Hristo dit à l'antenne « Il fait noir,
il reste au bivouac. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? C'est une nuit passée directement sur l'arête, à la merci du vent, à l'altitude de la zone de la mort. Il n'y a pas de tente, pas d'oxygène. La température est basse. À une telle altitude, le corps perd rapidement ses forces. Les mains gelées, les doigts ne répondent plus. Le moindre geste devient un problème. Mais à ce moment-là, il n'avait que deux mauvaises options. Avancer à l'aveuglette sur une ligne inconnue ou attendre le jour pour voir le relief. Il a choisi la deuxième option. Au camp de base, on criait désespérément dans le micro. « Iso, tu es fort, ne t'endors pas, tu es bulgare !» Dans l'un de ses derniers beaux messages, Prodanov a déclaré « Je ne vois personne qui puisse me sauver. » Le dernier contact a eu lieu à 19h45. Un seul clic de la radio a retenti, puis le silence s'est installé. Il était encore en vie, mais ne pouvait plus parler. Lyudmil Yankov progressait parallèlement vers le sommet. Il était monté très haut, mais n'a vu aucune trace. À une telle altitude, les traces Wiboli peuvent rapidement être recouvertes. La neige était fine et le vent efface les marques. Yankov a dû passer la nuit à environ 8400 mètres. L'endroit était inconfortable et venteux. Le matin, le temps s'est définitivement dégradé. La tempête a détruit les plateformes et arraché une partie des garde-corps. Cela signifie qu'il est impossible de poursuivre les recherches actives. Toute nouvelle tentative d'ascension à ce moment-là entraînerait de nouvelles pertes. Pourquoi Hristo n'a-t-il pas suivi la voie habituelle vers le col sud? C'est une question qui revient souvent. La réponse est simple. La nuit, sans balustrade et sans personne, traverser le sommet pour rejoindre l'autre itinéraire est aussi risqué que de descendre par la crête. Là aussi, il y a des corniches et du vent. On peut tout simplement ne pas trouver le bon rebord et déraper. Hristo n'avait ni tente, ni bouteille d'oxygène, ni soutien depuis le sommet. Attendre le lever du jour était une décision compréhensible. Le soir du 21 avril, il est devenu évident qu'il n'y aurait pas de sauvetage immédiat. Le temps ne le permettait pas. Toute tentative aurait entraîné de nouveaux problèmes. Les camps en haut étaient endommagés. Au camp de base, on est passé à un autre plan. Sauver les gens, attendre que la tempête passe et, si une nouvelle fenêtre s'ouvrait, reconstruire la partie supérieure de l'itinéraire. Cela semble dur, mais c'est la seule solution lorsque la tempête fait rage et que les campements sont détruits. Notons les facteurs de risque importants qui se sont combinés. Premièrement, l'heure tardive à l'arrivée au sommet. À 18h10, la nuit tombe déjà. Deuxièmement, la descente par l'arête ouest, où il y a peu d'abris. Troisièmement, le manque d'oxygène. Quatrièmement, passer la nuit sans tente à environ 8500 mètres d'altitude. Cinquièmement, la détérioration des conditions météorologiques. Chacun de ces facteurs est dangereux en soi. Ensemble, ils ont abouti au résultat que nous connaissons. La disparition d'un homme sans possibilité d'organiser un sauvetage immédiat. Beaucoup pensent que la disparition de Hristo Prodanov sur l'Everest est un mystère. Mais en réalité, tout s'explique de manière logique et simple. Le corps n'a pas été retrouvé, et voici pourquoi. Tout d'abord, l'arête ouest qu'il empruntait n'est pas un sentier très fréquenté. Il s'agit d'une zone difficile et exposée, avec des pentes abruptes et des corniches. Si quelqu'un a fait une chute, il a pu être emporté à des centaines de mètres plus bas, là où personne ne passe. Sur les itinéraires populaires, comme le col sud, il y a beaucoup de monde. Les gens remarquent les traces et les signalent. Ici, le flux d'alpinistes est tout faible et les découvertes fortuites sont rares. Deuxièmement, à une altitude de 8400 à 8500 mètres, les traces disparaissent rapidement. Le vent, la neige, le gel. En quelques jours, il ne reste plus aucune trace des crampons ou du matériel. À l'époque, il n'y avait ni GPS ni balise radio. Si Hristo s'était écarté de l'itinéraire, il aurait été presque impossible de retrouver ses traces.
Troisièmement, après le 21 avril, une violente tempête s'est levée. Elle a détruit les camps 4 et 5, rompu les cordes et rendu l'ascension dangereuse. Lyudmil Yankov est s'y monté haut, mais il a été contraint de redescendre en raison de la détérioration des conditions météorologiques. Pendant plusieurs jours, personne n'a pu monter. Tout le monde est resté dans les tentes en contrebas. Il était impossible de chercher dans de telles conditions. Quatrièmement, lorsque le temps s'est amélioré le 1er mai, l'équipe a d'abord dû rétablir l'itinéraire, reconstruire les camps, transporter la nourriture, le gaz et l'oxygène. C'était un travail considérable qui a pris beaucoup de temps. Il était impossible de poursuivre les recherches sur des traces fraîches, et l'expédition a donc décidé de changer de plan, terminer l'ascension et recueillir au moins quelques données. Cinquièmement, l'itinéraire emprunté par Christo sur la crête ouest n'est pas une route battue. C'est une ligne rare, sans bivouac ni balustrades habituelles. Si quelque chose se produit pendant la nuit, il est très difficile de savoir exactement où. Résultat, le corps n'a pas été retrouvé en raison de la complexité de l'itinéraire, de la tempête, du vent, du manque de technologie et des camps détruits. Il n'y a rien de mystique là-dedans, seulement la dure réalité de l'altitude, où les recherches sont presque impossibles. Lorsque la tempête s'est calmée et que le soleil est réapparu, l'expédition bulgare a tout recommencé. Le 1er mai, le temps a permis de reprendre le travail. L'équipe a reconstruit le camp 4, puis le camp 5, et a transporté de la nourriture, du gaz, de l'oxygène et de l'équipement pour ceux qui allaient tenter l'ascension. L'objectif était clair, atteindre le sommet de l'Everest et recueillir des indices qui aideraient à comprendre ce qui s'était passé auparavant. Le 8 mai à 3h20 du matin, Metodi Savov et Ivan Vulchev ont quitté le camp 5. Il y avait beaucoup de neige, parfois jusqu'aux genoux. Ils avançaient lentement mais sûrement. À 17h15, ils ont atteint le sommet. Ils sont descendus par un chemin plus facile, la crête sud-est, où il y avait plus de monde et plus de chances d'être secourus. À environ 8700 mètres d'altitude, ils ont dû passer la nuit sans tente ni oxygène. Savov avait les pieds gelés et était à bout de force. Mais plus bas, ils ont été secourus par une expédition indienne qui leur a donné de l'oxygène, une tente, de la nourriture et des médicaments. Cela leur a sauvé la vie. Le 9 mai, Nikolai Petkov et Kirill Doskov sont partis du camp 5 pour atteindre le sommet. Ils ont gravi la montagne très rapidement, en 7h38. Au sommet, ils ont trouvé la caméra que Christo avait laissée le 20 avril et un morceau de drapeau. Ces découvertes constituent des preuves importantes. Ils confirment que Christo était au sommet à l'heure indiquée. Cela répond aux questions suivantes. Est-il arrivé à destination? Quand est-il arrivé? Et a-t-il laissé des traces? Petkov et Doskov sont descendus par l'arête sud-est, ont retrouvé Savov et Vulchev et, avec l'aide de l'équipe indienne, les 4 alpinistes ont pu quitter la zone de la mort, et rejoindre les camps inférieurs. Au final, les Bulgares ont réussi leur traversée. Ils ont gravi l'arête ouest, difficile, et sont descendus par l'arête sud-est, plus facile. C'est une grande réussite pour l'histoire de l'Everest. La caméra et le drapeau laissés au sommet ont prouvé que Christo était arrivé au sommet. Et la traversée a montré que l'équipe avait réussi à terminer son parcours malgré la tempête, la fatigue et les dangers. Après la descente, Savov a été transporté à Katmandou en raison d'engelures. Les autres ont quitté la montagne. L'expédition était terminée. Les rapports sont simples. Date, heure, qui est parti, qui est revenu, qui a aidé. Mais ces faits, les découvertes au sommet, les ascensions des 8 et 9 mai, l'aide des Indiens, éliminent toutes les conjectures superflues. L'équipe a été accueillie en Bulgarie comme des héros nationaux, et Prodanov a reçu à titre posthume la plus haute distinction. Mais après la chute du communisme en 1989,
Ces honneurs ont été annulés et les héros survivants se sont sentis oubliés, avec des pensions dérisoires. Cette histoire a une suite tragique. En 2004, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de son oncle, sa nièce Mariana Prodanova-Maslarova a tenté elle-même l'ascension de l'Everest. Elle a y trouvé la mort à 8700 mètres d'altitude, presque à l'endroit où Hristo avait disparu. Cela fait déjà 40 ans que personne n'a répété l'itinéraire bulgare sur la Butte Voie Cruelle. La montagne garde ses secrets. Le corps de Hristo Prodanov est l'écho de l'appel radio suppliant le héros national de ne pas s'endormir. C'est l'histoire de ce que vaut le sommet du monde et du prix terrible qu'il faut parfois payer pour atteindre ce que personne d'autre n'a jamais atteint. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donnez votre avis dans les commentaires, mettez un pouce vers le haut et à bientôt dans de nouvelles vidéos.